Je suis Hélène Gaillard, maître de conférence en histoire de l'art américain. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, dans le cadre des patrimoines écrits et de la légende de l'Ouest, de vous présenter un homme qui va faire légende, un homme qui est anglo-américain, puisqu'il va naître, il est né au Royaume-Uni, en Angleterre, et qui est maintenant une figure de légende aux États-Unis, et qui va nous livrer une légende, mais pas une légende ni écrite ni orale, mais une légende picturale. Et légende, parce que je reprends, Philippe, vraiment le thème central de votre exposition. La légende, c'est vraiment quelque chose qui a des éléments réels, mais qui est aussi bâti sur la fiction, qui mélange beaucoup de choses. Donc, voyons voir un peu ce que Thomas Cole, comment on va peindre la légende, cet artiste. Alors, Thomas Cole, quelques éléments déjà de sa biographie, pour voir un peu qui il était. Il va donc naître en Angleterre, dans une ville industrielle du Lancashire, qui est le berceau de l'industrialisation du Royaume-Uni. J'ai choisi une représentation qui dépeint bien ce qu'était devenu ce territoire, territoire pollué par en partie l'industrie textile, avec une population qui avait quasiment quintuplé en l'espace de quelques décennies. Et donc il est dans ce contexte-là industriel, et il va partir pour les États-Unis à l'âge de 17 ans. Et il va initier, pourquoi je vous dis personnage de légende, c'est parce qu'il va initier l'un des premiers courants d'art visuel, qui est vraiment spécial aux États-Unis, et qui est l'école de Hudson, qu'on appelle aussi après les luministes, mais qui est l'école de Hudson. L'Hudson étant un fleuve qui traverse l'État de New York, avec une peinture de paysage qui va être à la fois adossée à une pensée philosophique, où la nature est comprise comme l'incarnation du divin. Donc je vais vous... Bien sûr, l'œuvre de Thomas Cole était assez prolifique, même s'il n'a vécu que de 1801 à 1848. Je vais vous présenter 5 tableaux de manière plus précise, et on va voir quelques autres de ces représentations pour comprendre ce que j'appelle cette légende picturale. Cette légende picturale qu'il peint est à la fois un récit, puisque vous allez voir, c'est une série de tableaux. C'est aussi une mise en garde à un moment où les États-Unis sont à un tournant de leur histoire. C'est ce qu'on avait vu un petit peu la dernière fois, un tournant de leur histoire, parce que ces tableaux qui vont être peints de 1833 à 1836 viennent 50 ans à peu près après l'indépendance des États-Unis par rapport à l'Europe, à un moment où en fait le pays c'est dans une phase d'adolescence. On pourrait dire, parce qu'ils ont pris du recul par rapport à la mère Europe, et que cet adolescent est confronté à des problèmes internes, à des problèmes déjà de croissance, puisqu'il y a cette expansion que nous avons vue, je vous ai remis la carte que nous avions vue la dernière fois, cette expansion vers l'ouest qui ne cesse donc de s'étendre, avec notamment l'achat de la Louisiane à Napoléon. Et donc en quelques années, cet adolescent va prendre de l'ampleur. Cet adolescent que sont les États-Unis a aussi des tensions internes. Est-ce qu'on maintient l'esclavage? Comment on établit notre économie? Des tensions aussi parce qu'il y a des menaces de désunion. Les États-Unis veulent, finalement, c'est ce qui va mener à la guerre civile, pour les raisons ensuite essentiellement économiques et des raisons d'esclavage. Donc, dans ce fond de tension, cette jeune nation, Thomas Cole va la mettre en garde avec ces tableaux. Alors, volontairement, je ne vous les montre pas pour l'instant, parce que, en effet, je vais vous proposer de véritablement les observer ensuite. Et donc, Thomas Cole, donc je vous l'ai dit, il naît en 1801 à Bolton, en Angleterre, dans une des régions qui est un berceau de l'industrialisation.
Et en grandissant, il est le témoin de ce que je vous montrais, hein, parce que lui-même travaille tout jeune, à partir de 14-15 ans, il travaille à l'usine textile et il fabriquait, en fait, il imprimait les motifs sur le coton les tissus qui venaient essentiellement de l'Empire d'Inde. À 17 ans, il émigre aux États-Unis avec sa famille et il s'installe à Pittsburgh, qui est donc en Pennsylvanie, qui est déjà bien un bourg, une ville importante, hein, Pittsburgh à l'époque, mais dont la nature, tout suisse, c'est pour ça que j'ai choisi quelques photos à quelques kilomètres de Pittsburgh, dont la nature va véritablement inspirer Cole, qui s'était très rapidement, dès son enfance, déjà intéressé aux paysages naturels, les avait déjà dessinés, ces paysages de sa ville natale dans le Lancashire. Et véritablement, il est fasciné par cette beauté. Il est convaincu que c'est la beauté naturelle des États-Unis, c'est sa grandeur. Et en cela, il répond indirectement, vous savez, à cette critique qui émanait de l'Europe, notamment qui était portée par le comte de Buffon, qui disait qu'en fait, les États-Unis, la nature, la faune, la flore étaient de qualité inférieure par rapport à l'Europe. Les États-Unis aussi n'avaient pas de monuments, n'avaient pas d'histoire, et donc depuis que Jefferson avait commandité Lewis et Clark pour découvrir les territoires de l'Ouest, il y avait eu cette recherche en fait de prouver à l'Europe que les États-Unis, le territoire qui allait ensuite constituer les États-Unis, était un territoire d'exception. Donc Thomas Cole va se tourner vers la peinture de paysages à un moment où peindre des paysages, c'est pas considéré comme un art majeur. En premier lieu, on va dire, il y a la peinture d'histoire, c'est-à-dire des scènes historiques. Ensuite viennent les portraits, et enfin les représentations de scènes de la vie courante. Au même titre, plus ou moins, il y a cette hiérarchie dans les beaux-arts à l'époque, qui fait que les paysages, ma foi, c'est pas considéré comme majeur. Le sujet le plus majeur, comme je vous l'ai dit, étant la peinture d'histoire. Donc c'est un pari risqué pour Thomas Cole, et c'est un pari risqué parce que, d'autant plus qu'il est quasiment autodidacte, mais il va s'inscrire donc dans le même état de Pennsylvanie, à Philadelphie qui a la première école d'art des États-Unis, qui est donc la première école d'art et qui est aussi musée, hein, à cette époque. Et donc il va s'inscrire là pour véritablement poursuivre cet enjeu de peindre le paysage des États-Unis. Cole, à ce moment-là, va faire une autre rencontre qui va diriger un petit peu ses choix picturaux. Il va se lier d'amitié ensuite, lorsqu'il part à New York, à un poète romantique, donc américain, qui lui est né sur le territoire américain, qui est Bryant. Donc ici, vous avez, à la mort de Thomas Cole, un an après la mort de Thomas Cole en 1849, une personne qui va rejoindre ensuite, un peintre qui va rejoindre dans les traces de Cole, va peindre un hommage qui représente donc Cole sur la droite et le poète Bryant sur la gauche, tous les deux, donc dans ce milieu naturel magnifique qui est en fait un amalgame, hein, de plusieurs scènes. Et donc, pourquoi est-ce que Bryant est si lié à Cole? Tout simplement parce que c'est un même amour de la nature. Donc la poésie de Bryant est essentiellement tournée vers la nature, vers l'amour que peut porter le poète à la nature, le bien-être au cœur de la nature. Donc ça, c'est aussi à la fois son aspect sublime comme sa bonté naturelle. Donc Bryant va aussi soutenir tout à fait Cole dans sa démarche de peindre les paysages américains. Et, alors ça c'est assez remarquable,
Cole lui dit que pour, s'il veut véritablement se faire un nom dans le paysage, donc Jean Mineur, il faut qu'il retourne, eh bien, il faut qu'il retourne en Europe, il faut qu'il se forme il faut qu'il soit formé par les meilleurs, et les meilleurs, à ce moment-là, ils sont encore en Europe. Donc, Cole a pour idée de partir en Europe, c'est ce qu'il va faire. Et juste avant son départ, son ami, le poète donc Brian, va lui écrire un sonnet. Donc ça, c'est assez magistral. Voilà, avant que tu pars, je t'écris un sonnet. Et dans ce sonnet, je vous ai... Bon, on va pas tout lire, mais on va lire la traduction. C'est pas moi qui l'ai faite, hein, j'avoue. C'est une traduction un peu hâtive faite par mon ami Google. Mais donc, voilà ce que ça propose. Tes yeux verront la lumière des cieux lointains. Pourtant, Cole, ton cœur portera vers le rivage de l'Europe une image vivante de ta terre natale, telle que se trouve sur ta propre toile glorieuse. Des lacs solitaires, des savanes où errent les bisons, rochers riches en guirlandes d'été, ruisseaux solennels. Donc là, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est aussi pour ça que je vous lis un petit peu cet extrait, pour comprendre le style de Brian dans cette glorification de la nature. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les deux derniers vers où Brian va dire à Cole, regarde-les jusqu'à ce que les larmes obscurcissent ta vue, mais souviens-toi de la lumière de cette image plus sauvage. Donc, clairement, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui conseille de garder à l'esprit l'image des paysages américains afin de développer un style unique qui serait enraciné dans cette expérience américaine. Donc, Cole, avec cet aval, forcément, de son ami, va retourner en Europe entre 1826 et 1828, donc 2 années passées, où il découvre les maîtres européens de l'époque. Donc, les maîtres européens de l'époque, j'avais fait un petit copier-coller pour vous, pour voir un peu... que faisait Turner à l'époque? Joseph Turner, c'est véritablement en Angleterre, Thomas Cole va... Turner à l'époque enseigne aussi à la Royal Academy, il enseigne, et qu'est-ce qu'il peint à l'époque? Eh bien, dans les années, à la fin des années 20, il ne peint pas encore ça, mais il est déjà dans... voilà, vous voyez un peu le genre de paysage romantique de Turner qui est de moins en moins dans la figuration et qui est dans une représentation véritablement des impressions. Donc souvent on le met en lien avec l'impressionnisme, mais c'est surtout une manière de figurer. Donc est-ce que dans les années où... voilà, il avait déjà peint des choses comme ça, donc Cole va découvrir ces toiles-là, il va apprendre avec lui également. Donc tout ça, maintenant que vous avez ces petites images en tête, des quelques aperçus, autre peintre qu'il va découvrir en Angleterre, donc je rappelle dans son pays natal, il va découvrir John Constable, et Constable, lui, est plus dans le pittoresque, plus dans une peinture qui est que l'on pourrait qualifier donc déjà largement plus figurative que ce que va devenir celle de Turner ensuite, et qui est dans des personnages, dans des paysages plus contenus, qui représentent essentiellement la ruralité, les paysages britanniques. Donc, pourquoi est-ce que je vous mets un petit peu en parallèle Turner et Constable? C'est parce que au moment où Cole va découvrir ces peintres qui sont très populaires à l'époque, ça va forcément, dans la représentation du paysage, susciter une réflexion autour de quelque chose qui a été établi en 1757, qui est en fait une pensée philosophique, esthétique de Burke, qui est écossais, et qui est celle du sublime contre le beau. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette esthétique, voilà, mais qu'est-ce que c'est dans de grandes lignes? C'est véritablement l'idée qu'un paysage ou qu'une représentation, c'est plus particulièrement pour les paysages, vont être l'incarnation d'un beau,
Alors, il établit des catégories, celle du, comme je vous disais, pittoresque, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas incarner des tensions, qui va être ordonné, qui ne va pas nous émouvoir autant que le sublime. Le sublime, c'est véritablement quelque chose qui, en termes de réception, va dépasser l'ordre, va toucher véritablement l'émotion. Donc, voilà, je pourrais en parler un petit peu plus, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, cette théorie, elle est à la base en esthétique, elle est très intéressante. Mais pour Coe qui va découvrir ces deux grands maîtres britanniques, il y a forcément l'incarnation de cette dichotomie entre le sublime et le beau. Ensuite, Coe va en Italie, et en Italie, ce qui l'intéresse, c'est le romantisme, oui, italien qui se dessine, mais c'est surtout les ruines italiennes, c'est-à-dire il va autant fréquenter les musées, les écoles d'art, etc., que les ruines, et parce qu'il a un projet en tête, Coe. Quel est donc son projet ? Son projet, quand il revient ensuite en 1828 aux États-Unis, c'est donc cette légende picturale dont je vous ai parlé. Alors, avant que je vous la montre, parce que là je vous en parle et vous l'avez toujours pas vu, mais bon, c'est parce que justement que vous la regardiez précisément. Je vais vous demander de bien regarder, je vous ai pas mis titre, je vous ai pas mis date, et j'aimerais que vous me disiez s'il y a un ordre en fait, s'il y a un ordre dans cette légende picturale de Coe. Donc je vous laisse découvrir, il y a 5 tableaux, regardez bien. Voilà, ça c'est. On va l'appeler Philippe, une proposition. Chute de Rome. La chute de Rome, ok. Il y a celle-ci. Pascal, vous avez une petite idée, un petit titre à nous donner ? Martine ? La Nouvelle Rome. La Nouvelle Rome. On a celle-ci. Alors la lumière, ouais, elle nous peine un peu. Je ne sais pas si vous voyez, il y a ici un homme qui chasse. Il a un arc. Et on va peut-être un petit peu fermer. Ensuite, je vais zoomer un petit peu sur certaines choses. Sur le côté droit, vous avez du feu, une petite tribu avec un petit camp. Il y a également, attendez, je vais aussi faire savoir si ça change pour vous. Je ne sais pas si ça change sur l'écran. Il y a une biche, ici, là. Vous ne voyez pas la biche. Cette biche là, on va pouvoir zoomer ensuite. Voilà. Là, vous la voyez un petit peu mieux. Peut-être elle se dessine. Après, bon, volontairement, le tableau, le premier plan est relativement sombre. Hein. Bien sûr, à l'écran, c'est voilà. Anaïs, un petit titre pour... Non, pour prendre court. Donc, on est au 4e. Et le dernier, celui-ci. Bon, alors, vous avez des petites propositions pour moi? Est-ce que là, je vous les ai montrées dans l'ordre? Dans l'ordre de production. Est-ce qu'il y a un rapport, en fait? Est-ce qu'il y a un rapport entre elles? Et moi, ça me donne l'impression qu'il part, si tu veux, de la représentation européenne, des ruines, de Rome, etc. Et que c'est comme s'il les transposait dans un paysage américain. Parce que là, les arbres, la taille, etc., ouais, ça dépasse le paysage italien habituel. Oui, c'est largement, oui. Mais par contre, nous, pour bien venir ces ruines, tout de même étonnantes. Alors, une autre petite proposition, déjà vous voulez le... Parce que bon, je comprends, hein, je vous ai retardé le... Alors, première petite chose déjà, c'est que, en effet, ma question c'était est-ce qu'on peut les ordonner, etc. Est-ce qu'elles ont un lien entre elles?
Et en effet, bon, si on avait eu un petit peu plus de temps et qu'on les avait, les 5 devant les yeux, on se rendrait compte qu'on est presque, vous voyez, à la roche de Solutré. Pourquoi je vous dis la roche de Solutré? Parce qu'en effet, si vous faites attention, c'est toujours le même éperon rocheux qu'on voit. Et en fait, il s'agit de la même scène. Et c'est donc une évolution. C'est une évolution de... vous voyez là, vous la voyez, de nouveau. Hop, elle est là. Et également ici. Donc c'est de la même scène. Donc Cole va représenter un paysage naturel qui a évolué à travers le temps. Et donc cette série de 5 tableaux, il va la nommer Le destin des empires, en anglais The Course of Empire. Alors voyons un petit peu l'ordre. Donc maintenant que je vous ai dit ça, vous avez bien compris la première étape. La première étape, c'était donc, selon Cole, celle-ci. L'état sauvage. Alors l'état sauvage, donc ça il va peindre ça en 1834 avec l'aide d'un mécène à qui il a présenté son idée. Et l'état sauvage, donc dans ce beau paysage, ce magnifique paysage, ce paysage sublime américain. Pourquoi sublime? Parce que vous voyez déjà, on a l'orage, donc on est déjà dans le sublime. On a les prémices d'une civilisation puisqu'on a un camp. On a un archer relativement élégant, vous savez, dans une posture qui rappelle un petit peu déjà les Grecs. Hein. On a donc cette biche qui est chassée, qui est déjà un premier pas vers une certaine violence de la présence humaine. Mais vous voyez globalement, ici, il y a l'orage. Ça représente un moment de tension avec cet orage très, très noir, mais on a quelques points de lumière, on a le camp, on a cet archer et on a globalement une grande présence de la nature et une présence assez mineure de l'homme. Dans l'arrière-plan, vous avez aussi des hommes qui courent avec des lances. Vous voyez bien un état assez primitif. Ensuite, on va imaginer, dans la tête de Cole, c'est quelques décennies, voire quelques centaines d'années plus tard, on a un paysage qui est pastoral. Cette fois-ci, qu'est-ce que nous avons? On a déjà un temple, donc on a véritablement quelque chose qui s'installe, une civilisation qui s'installe. On a de la chance parce que ce bonhomme-là, je vais essayer de zoomer, mais en fait, il est en train de tracer de la géométrie dans le sol. Vous voyez, c'est pratique. Il est en train de faire de la géométrie. Donc, qu'est-ce que Cole figure? Il figure en fait que l'avancée de la technique, il figure l'avancée, ce qui va mener ensuite, vous le savez maintenant, à l'Empire, mais on a aussi des personnages que l'on voit danser, chanter sur la droite. Donc on a déjà l'avancée des arts, on a l'avancée des sciences, on a un temple qui s'est construit. Là, vous avez vu une petite vision, on n'a pas le même angle de vue sur cet éperon rocheux, mais on est déjà aussi dans une harmonie entre l'homme et on a de l'agriculture qui est représentée avec des plantations, avec un homme qui a des bêtes. Hein. Donc on a véritablement un berceau. La troisième étape, donc ça, en termes de dimension, regardez, les tableaux font à peu près 1 mètre sur 1,60 m et celui-ci est plus grand. Alors pas dans une dimension véritablement considérable, mais celui-ci il est plus grand parce que c'est le titre The Consummation of Empire, qui signifie l'apogée de l'Empire. Et là, forcément, vous avez l'apogée de l'Empire. Il ne reste quasiment plus que l'éperon rocheux. Le reste, c'est du marbre, des colonnades, quelque chose de très minéral qui est venu forcément contre la nature. Quelque chose de très opulent. Et là, Thomas Cole, pourquoi je vous parle de légende picturale? Il reprend de tout. Il reprend un peu l'Empire romain, il reprend l'Empire grec. Donc, il fait des amalgames pour nous proposer cette allégorie de ce que va être le destin des empires. Donc là, on a cette figure qui nous rappelle qui? Cette figure, alors qui vient sur un éléphant. Là, il est sur un éléphant. Donc forcément, au 19e siècle, début du 19e siècle, pour un Anglais qui vient de retourner en plus, forcément, c'est une allusion à Napoléon. Napoléon dont la chute de l'Empire était quelques dizaines d'années auparavant. Mais encore une fois, dans une proportion symbolique. Hein. On n'est pas directement dans Napoléon, mais on a, en termes de couleurs, en termes
de représentation des choses qui nous rappellent. Mais après, vous voyez, dans le style aussi de bateau, on voit bien que c'est un mélange de genres, donc véritablement une allégorie plus qu'une précision. Donc, si vous allez sur, ne serait-ce que sur Wikipédia, vous pouvez zoomer de manière très claire pour vous amuser à voir ce que Cole peint en détail sur cette toile. Et des détails, ils sont nombreux. Ensuite, forcément, la quatrième phase, c'est la destruction, c'est le destin des empires. Alors, dans ce destin des empires, en effet, là, on voit que l'empire a encore progressé, on a retrouvé cette tension, cet orage. Le pont est détruit. Alors, le pont est détruit, ça c'est véritablement un symbole il y a eu des barbares, on voit bien, alors des barbares, excusez-moi, il y a eu un autre peuple, en fait, il y en a qui sont représentés avec des casques, qui sont censés être des opposants, et qui vont venir forcément s'opposer à ceux qui dirigeaient l'Empire en ce moment-là, donc vous voyez. Ce qui est aussi intéressant de noter, bon c'est très riche, donc je n'ai pas forcément le temps de tout vous dire, mais Cole a gravé en dessous du colosse dont l'a décapité son nom, hein, il a gravé son nom directement dans la toile. C'était pareil pour ici, le nom de Thomas Cole, il est sur le côté là en dessous il est là. Ici il y a écrit T. Cole, de la même manière que tout à l'heure c'était en dessous du colosse. Là peut-être vous le voyez mieux, non vous ne voyez pas du tout. C'est écrit ici la date et le nom de Cole. Voilà, et donc forcément, les ruines, mais les ruines, c'est le cycle, c'est fini. C'est donc le retour à la nature, après cette disparition des empires, et avec une vision, là on est vraiment dans le romantisme de la ruine, là pour le coup, on a la colonnade avec un petit oiseau sur le dessus, donc c'est-à-dire, on va avoir de nouveau une présence, mais une présence animale, il n'y a pas une seule figure humaine dans cette toile, et vous avez par contre les ruines, le vestige de cet empire. La rivière est redevenue sauvage et on voit que la végétation reprend. Seul l'éperon rocheux, lui, du début jusqu'à la fin, n'a pas été touché. Alors, bon, maintenant que nous avons vu un peu plus clair dans ce destin des empires, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que Cole va investir le paysage américain, puisque je vous ai dit qu'il voulait représenter, pourquoi est-ce qu'il investit tant sa représentation de la nature américaine, de cette morale, de cette allégorie, avec un message qui est assez clair, hein. Eh bien, au cas où son message n'était pas assez clair, déjà, sachez que c'est assez peu courant, c'est qu'il a écrit un descriptif, une note d'intention assez large, hein, qui va à la fois décrire et dire clairement quel était son positionnement par rapport à ce destin des empires, mais ensuite il ne va pas prendre position ni politiquement, ni quoi que ce soit. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver dans les archives du magazine New York Monthly Magazine, qui reprenait. Vous voyez tout ça là, c'est 4 gros... En fait, il y en a 4 gros paragraphes qui vont décrire, qui sont les mots, hein, qui sont l'écrit de Thomas Cole sur ce qu'il a voulu dire à travers ce destin des empires. Donc, je vous posais cette question. Donc, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Donc, souvenez-vous, première chose, son enfance, forcément. Son enfance, avec 1801, il naît dans un contexte d'industrialisation rapide, donc il voit forcément les effets de la surpopulation, de la population, de cette contamination, de la pollution. Il voit aussi les tensions que ça crée sociales, hein, à la fois sur la nature mais tensions sociales. Autre chose aussi, c'est qu'il arrive donc aux États-Unis à un moment où, je vous l'ai dit, la nation ne cesse de vouloir s'étendre vers l'Ouest et le fait de manière trop hâtive, trop anarchique, trop violente, parce que en effet, sous le président Jackson, vont être votés. Donc le président Jackson fait pression sur le Congrès pour que soit voté le déplacement des Indiens. Donc ça, c'est en 1830. Et forcément, Jackson aussi va permettre la mise sur le marché des territoires de
de ce territoire de Louisiane à des prix très faibles, ce qui crée que, bien sûr, énormément de familles vont se déplacer vers l'ouest. Et avec les problèmes que l'on connaît, donc déplacement des Indiens, des cultures qui sont souvent des monocultures qui ensuite vont dévaster, et en effet la question de esclavagiste ou non aussi qui est prégnante. Donc pour Cole, qui avec le recul est aussi considéré comme l'un des premiers peintres avec une conscience environnementale, forcément, c'est une mise en garde, hein, on voit clairement. Lui, c'est à l'opposé de « il ne faut pas aller vers l'ouest », ou du moins pas dans ces mêmes conditions, malgré la beauté des paysages. Je vais montrer deux autres toiles qui redisent bien, en fait, la même année, donc je vous ai dit, il était très prolifique. Il va peindre cette toile qui est une de ses toiles majeures. C'est celle-là, peut-être, Martine, que tu avais vue des Oxbow. À New York peut-être. Et donc celle-ci, en termes très très simples, quand on la regarde, on a vraiment un déséquilibre entre l'Est et l'Ouest qui nous figure que l'Ouest est porteur finalement de dévastation, c'est de la nature sauvage, mais vous voyez au premier plan, on a des souches, il y a eu une certaine violence sur la nature qui a été faite, et clairement on est à l'opposé de tout ce qui est l'imagerie qu'on a pu voir par exemple au cours de cette exposition, ou qui va représenter l'Ouest comme une terre fertile, où on doit qui est porté par une destinée manifeste. Hein. Là, Cole nous met en garde avec... récemment, il y a un critique qui a dit, en effet, cet arc naturel dans la rivière, on dirait presque un point d'interrogation, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être le futur des États-Unis? Qu'est-ce qu'on veut? On a des idéaux de liberté, d'égalité, ce territoire magnifique, qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà. Deuxième toile où on peut voir cet idéal, avec une peinture qui est réalisée 1 an avant sa mort, et qui incarne quelque part cette vie à la frontière, dans une petite maison, vous voyez, une petite cabane en bois, le monsieur pêche, les enfants jouent, on étend, et au premier plan, quand même, on voit qu'il y a eu de la destruction de la nature, donc c'est toujours quelque chose qui est prégnant chez Cole, cette conscience environnementale. On sait, ah oui, la petite maison, c'est une belle petite maison, mais au prix de quoi on a commencé à détruire la nature, forcément, donc au premier plan, là, on a la nature qui est ravagée. Donc, en définitive, comme je vous l'ai dit, Cole va initier les pionniers dans cette peinture de paysage, qui va donner lieu ensuite à l'école de Hudson, qui va représenter essentiellement des paysages autour des Catskills, des montagnes dans l'État de New York, et qui ensuite elle-même va finalement donner lieu à des représentations sublimes, très romantiques, et aussi où la lumière est très importante, d'autres artistes qui eux-mêmes vont se déplacer dans l'Ouest pour dire la beauté des États-Unis. Donc vous voyez des choses qui finalement se distancient un peu de son idéal, puisque lui, il y avait vraiment, selon moi, cette conscience morale qui était très prégnante dans son œuvre. Petit signalement aussi, j'ai un petit peu le temps, cet idéal-là qui se traduit en tableau, c'est un véritable mouvement qui est le transcendantalisme en fait aux États-Unis, qui est porté par, notamment dans les années, dans les années 40, cet écrit de Walden de Thoreau, qui va décrire le temps qu'il a passé dans la nature au même moment où, en effet, on est en crise dans une Amérique qui s'industrialise. La pensée aussi qui sera reprise par Emerson, celle qui est l'homme et l'individualisme, et cette connexion de l'américain dans son élément naturel. Et donc, voilà, cette présentation que je vous ai faite de Thomas Cole, clairement, c'était pour... Dans cette imagerie en fait de l'Ouest américain, dans toutes ces représentations qu'on a et puis qu'on a eu ensuite reprise du cinéma en tableau, etc. Cole qui fait figure en fait, il va à contre-courant. Lui, il va vers l'Est, il met en garde sur qu'est-ce que c'est que l'expansion, tout en néanmoins
en disant cette beauté des paysages naturels. Et c'est en quoi voilà, j'ai voulu vous faire une petite présentation qui présente son œuvre sous un angle d'une légende picturale. Voilà, je vous remercie beaucoup.